Bonjour tout le monde, est-ce que vous Bonjour. nous recevez? Nous sommes en 5G actuellement. Écoute, Ça risque a l'air d'être d'aller. saccadé, c'est normal, il y a un gros délai là. Écoute, ça a l'air d'aller. La Ça 5G a fonctionne, l'air de plus ou moins. tenir. Bonjour à tous. bonjour, Bienvenue. bonjour. Alors, formule consacrée. Bienvenue sur le mug Nowtech. Là, on donne le petit teasing. C'est une catastrophe dans la tech. Plus rien ne va. La faillite Et en cours, de qui? mais de tout le monde, c'est ça De le la problème. Silicon Valley Voilà. Bank qui a fait faillite. Gros, non mais là on a l'air de déconner, mais c'est un gros séisme dont on va parler ce matin. Je suis accompagné de Patrick Béja ce matin. On est là. Bonjour. En plus, on a une chance incroyable. Internet vient de nous lâcher aussi. Tout part à volo. Nous traiterons bien sûr de d'autres sujets tech. Nous sommes le lundi 13 mars 2023 et on démarre tout de suite. Tiens, appuie sur le bouton générique. Celui-là, je Ouais, peux vas-y. Je peux Allez. Bonjour à tous. Bonjour, Alors, bienvenue. bienvenue. Prévention, nous sommes en 5G. Donc pour l'instant, ça a l'air de tenir. On va voir. De temps en temps, on rejettera un petit coup d'œil à la box si Internet n'est pas revenu. Mais là, c'est la bonne vieille coupure Internet. Plus de signal, plus rien du tout. Le Silicon Valley. Mais a c'est déjà, ça. voilà. Elle est déjà arrivée à Paris. C'est un stream de fin du monde que nous allons faire ce matin. On espère que vous allez mieux que nous. Je suis accompagné du magnifique, du grandiose, je n'ai plus les qualificatifs, Patrick Béja, qui est out of focus complètement. Pourquoi t'es... Attends. Ah, c'est mon micro. C'est ça. Non, attends, on va faire comme ça. Hop. Ma main est Non mais bravo focusée. Sony. Normalement, Sony, ça marche mieux. Hein. Et voilà le Waouh. professionnalisme. Voilà, le magnifique Patrick Béja est là pour m'accompagner. Patrick, que je me faisais une joie de te montrer notre nouveau studio, tout neuf, tout bien équipé, tout propre. Et en fait, on a eu une grosse inondation, donc on a dû déménager le studio dans notre ancien studio. Donc Mais- on est petit et triqué. Moi, je trouve ça bien quand même. Et puis, je vais montrer comme ça. Est-ce qu'il y a des choses super secrètes sur les écrans que je peux pas photographier? Oui. Oui, ok. Alors attends. Attends, il y a des Non, choses. c'est pas grave, c'est pas Alors grave, non, c'est pas non, grave. non, vas-y. Hop. Comme ça. Voilà. Et je vais La tweeter photo ça. de l'espionnage. Attends, je vérifie quand même. Désolé, mais. Non, mais sinon, je tweete pas, c'est pas grave. Attends, tu vas la refaire. Refais-la, voilà. Ok. On prend un peu notre temps. On est en 5G, on est cool. Attends, on va faire comme ça. Hop. Tu me dis bonjour aussi? Hop. Voilà. Voilà. Alors là, on voit rien. Hein. Faut vraiment passer à l'IA pour détecter les trucs qu'il y a derrière. Ouais, mais tu sais, les mecs sont très forts. Hein, de nos jours, l'espionnage industriel, nous sommes une telle réussite. En tout cas, pendant que Patrick tweet, je remercie Mport90 pour ton 5e mois d'abonnement, chez Bayou pour ton 29e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Rage. Mais Voilà. oui, si, je Ouais. le savais. Flop Satorial World, ton 27e mois d'abonnement, ce n'est plus de l'amour. C'est de la rage. C'est à partir de combien? C'est 20? C'est 24 mois. Ouais, 2 ans de fidélité. Non, mais là, ça c'est devient de la rage. clairement de la rage. Allez, T'as vu que t'es toujours sur moi, hein? je suis toujours sur toi. Ouais, attends, j'ai beaucoup de choses à gérer dans ma tête. Tomicho, merci pour ton 4e mois d'abonnement. Merci PugG59 pour ton Prime d'il y a 3 jours, mais je te remercie quand même. Et merci aux contributeurs qui essaient de démarrer le train de la hype. Le train de la hype est en approche. Patrick s'en va. Que se passe-t-il? Rien ne va. Rien ne va. Prends son iPad. Eh bien, t'as raison. Patrick T'as prend raison. son iPad. Et tu Mais en prends- fait, t'as même tout ici, donc j'ai pas tout besoin ici, de mon t'as iPad. même pas besoin de ton iPad, j'ai même surligné, hein, au cas où on sache plus lire. On va effectivement parler du sommaire. Je le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes en 5G. La 5G tient plutôt pas mal, j'ai même pas réglé le débit. Hein. Moi, je trouve ça C'est bien. le débit qu'on balance normalement dans notre super Internet. Internet est en panne ce matin, donc nous sommes en 5G. Donc, il risque d'y avoir des sautes, on va dire.
mais on va se débrouiller. Le sommaire. Voyons le sommaire ensemble. Gros sujet aujourd'hui. On a appris vendredi, ça a commencé jeudi, mais vendredi, ça a commencé à faire boule de neige. Grosse catastrophe ce week-end. D'ailleurs, j'ai 3 articles pour en parler, parce qu'il y a tout un narratif. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end avec la Silicon Valley La Silicon... Oui, c'est un peu ça. Ça met un coup de balai dans la vallée. La Silicon Valley Bank a fait faillite ce week-end. C'est une catastrophe pour le monde de la tech, mais on dit pas ça. On dit souvent, oh là là, catastrophe dans la... Non, là, c'est cata chez cata. Alors, ça peut encore être décatastrophisé, potentiellement. Ouais, mais les dommages... Enfin, voilà. On en parlera. On va en parler. On va en parler, justement, pour en parler, on aura 3 articles. La faillite de la banque fait redouter un bain de sang pour les... Les titres, ils ont plein de superlatifs ce matin, quand même. C'est magnifique. Et voilà. Et ça, normalement, c'est un article qui ne peut pas s'ouvrir. Donc, on n'est pas les seuls à être en panne Internet. Tout va bien. Nous parlerons ensuite du casque de VR, AR, MR, tous les R possibles. Que Tim Cook Air veut lancer R contre l'avis de ses designers. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va se plonger un peu dans le monde de l'entreprise Apple et s'apercevoir qu'il y a un schisme. On passe d'un séisme à un schisme. Rien ne va plus ce matin, rien ne va plus. Et rien ne va plus chez Meta non plus, parce que Meta, qui est plein de bonnes idées en ce moment, ils ont une nouvelle bonne idée. Ils veulent faire un concurrent à Twitter, mais quelle bonne idée en ce moment. Franchement. Super, on se demande bien pourquoi. Pareil, là, normalement... Oh putain. Là, normalement... Attends, est-ce que tu es sur le Wi-Fi du studio plutôt que le Wi-Fi putain. Mais t'as raison. Et ça veut dire qu'il y a quand même encore un petit... Non, il n'y a pas... Non, oui, c'est que c'est des trucs qui ont... Tu as raison, je vais... C'est les réglages. Mais est-ce que ça fait pas beaucoup de monde sur mon iPhone en 5G ? Mais ça va aller. Oh, ça va aller. Ça va bien se passer. Tout va bien se passer. Je me mets aussi en 5G donc, sur l'iPad. Je peux vous raconter pendant ce temps mon arnaque Attends, on termine le sommaire. Ça y est, c'est bon. C'est bon. Okay. Qui a aussi des très bonnes idées dans la vie ? Elon Musk, bien sûr. Il a un nouveau projet fou. Je vous jure, celui-là, on n'en a pas encore parlé. Il a un nouveau projet fou. Il veut faire sa propre ville. Qui a envie de Elon Musk comme maire ? Ça, c'est une bonne question. Comme maire, avec les 2 orthographes, d'ailleurs. Comme maire, comme père, comme tout. Voilà. Comme patron. Est-ce que vous avez envie de payer un loyer à Elon Musk ? Et nous terminerons par un article un peu drôlastique, un peu une cerise sur le croissant. Ça sera d'ailleurs une cerise sur le croissant. Attention, ceci n'est pas un iPhone, c'est un taser. Eh oui, Patrick, tu vois, j'ai ici, on va faire la démonstration, ce modèle. On va faire l'expérience, je te garantis, je l'ai réglé au plus faible. D'accord, c'est gentil. Alors, est-ce que tu peux poser un doigt ici ? Allez. Voilà, non, juste un doigt. Oh non. Ah merde, attends, c'était pas encore. C'est une vraie expérience. On n'a pas eu le temps de répéter, il n'y avait pas Internet. Mets un doigt ici. Ton deuxième doigt, frotte-le un petit peu dans tes cheveux. Et maintenant, pose-le ici. Vous voyez, c'est... Voilà. Ça marche. Je sens que c'est un mug de champion que nous allons faire aujourd'hui. C'était le sommaire. J'espère qu'il vous va. On n'en a pas d'autres. Le train de l'hype est toujours en approche. Il n'a toujours pas démarré. Mais nous, on ne va pas l'attendre. On lance tout de suite le Kawa. Le Kawa est lancé, je le redis pour ceux qui viennent d'arriver, on lag ce matin, c'est normal, nous sommes en 5G, nous avons une panne d'Internet, afin de bien accueillir Patrick, j'ai demandé à Orange de couper Internet. C'était l'occasion. Mais hélas, il a dit, mais si, on va y arriver, mais la 5G, moi j'allais tout annuler en me disant, ouf, sauvé. Eh bien non, pas du tout. Et avant de démarrer sur des histoires de faillite, parlons de notre réussite et parlons des contributeurs. Agno, merci beaucoup pour ton 6e mois d'abonnement. Erix Razor pour ton 4e mois d'abonnement. Mouchou pour ton 8e mois d'abonnement. Medralik pour ton 31e mois d'abonnement.
C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Magnifique. Trash Till Death pour ton 10e mois d'abonnement. Mport90, j'ai déjà remercié, mais je remercie encore pour ton 5e mois d'abonnement. C'est donc ça la 5G. Et voilà, vous avez la première émission Twitch faite en 5G en partenariat avec Orange. Si ça lag, c'est de leur faute. Est-ce que c'est la 5G Orange aussi ? Oui. Écoute, moi je trouve qu'elle marche pas mal. J'ai mis tous mes œufs dans le même panier. Est-ce que tu veux qu'on vérifie la connexion ? Ah bah non, parce que ça, si on change, ça va couper. Bah on essaiera quand même, je préfère. Okay. Mais attends, je vais aller... Mais ça va là, ça va, regarde. Écoute, ça va. Vérifie. Je vais aller checker quand même le modem. Et non, là, je pense que ça va. Tu vois le petit truc qui clignote ? Oui. Je vais lui faire une petite blague. T'appuies dessus. Non, pas de signal internet. Pas de signal internet. Bon. Vérifiez vos branchements. Effectivement. Aussi bien, c'est le câble RJ45. Mais écoute, j'ai essayé de regarder derrière, mais il est branché où le câble RJ ? Je vais pas vous envoyer la photo, mais je vais pas vous tweeter la photo, mais le cable management du studio Nowtech. En ce moment. Alors il dit en ce moment, mais moi j'ai pas de preuves, donc je trouve que c'est moyen. Le train de la hype est encore en approche. Il reste qu'un seul wagon au train pour qu'il se lance. Moi, je dis ça, vous pourriez lancer le train de la hype. Allez, on encourage la 5G, on lance le train de la hype. Et en attendant les encouragements et le train de la hype, on va parler quand même du gros sujet de ce week-end. Alors, je vais faire un bref récap de la situation et après, nous causerons tous les deux. Silicon Valley Bank. C'est donc une banque de la Silicon Valley. Comme son nom l'indique. C'est une banque qui a énormément de start-up et de business tech comme clients. C'est même plus que ça. C'est la banque avec laquelle travaillait, on va dire, l'immense majorité, mais du genre 90%, des start-up de la Silicon Valley, mais pas que des start-up. Il y avait même des VC, des investisseurs qui gèrent leurs fonds de courant et d'investissement avec cette banque-là. Depuis les années 90, on va dire, c'est celle-là qui a permis un petit peu dans l'ombre le lancement et le succès de l'industrie tech dans la Silicon Valley et donc un petit peu dans le monde. Et donc toutes les startups travaillent avec elle et tirent leur argent du quotidien de cette banque-là. Tout à fait. Et bon, on rentrera effectivement un petit peu dans les détails. Effectivement, la banque était connue pour le financement de start-up, notamment dans le domaine de la tech, permettant de se hisser. C'était quand même la 16e banque la plus grosse aux États-Unis. Quand on sait la taille des banques américaines, c'est une grosse banque, c'est pas une petite banque. De son côté, le gouvernement américain a déclaré éviter une contagion du reste du système bancaire, mais ne souhaite pas renflouer l'établissement pour autant. Donc ça, c'était une news qui datait de vendredi, ça a été le suspense du week-end. Est-ce qu'il allait avoir un racheteur, un renflouement, etc. Est-ce que le gouvernement américain allait laisser cette banque faire faillite ? Ça rappelle 2008, et le grand crash boursier, on rentrera dans les détails. Depuis vendredi, l'agence de garantie des dépôts, la FDIC, a repris le contrôle de la Silicon Valley Bank après un retrait massif de ses clients et des tentatives infructueuses de levée de fonds. Depuis, plusieurs établissements de taille moyenne ou régionale ont dévissé en bourse, comme la californienne First Republic ou la Signature Bank, toutes deux amputaient 30% de leur valeur. Problème, de nombreux clients pourraient retirer leurs fonds dans ces établissements et entraîner avec eux d'autres faillites. Comment une banque fait faillite ? On n'a rien inventé depuis 1929. Quand tout le monde veut retirer son argent dans la banque et que la banque n'a pas l'argent pour pouvoir payer l'argent qu'a tout le monde dans la banque, on a un très gros problème. Et c'est ce qui s'est passé. La banque, très rapidement, Silicon Valley a dit « Vous ne pouvez pas retirer plus de 250 000 $ par personne ». Et ça, quand tu es une start-up et que tu dois payer une centaine d'employés, 250 000 $, ça suffit part très vite. Ça part plus que vite. Les répercussions ne s'arrêtent pas aux États-Unis. Et oui, la Silicon Valley Bank ne s'arrête pas à la Silicon Valley Bank. Ils ont une filiale en Angleterre, ils ont une filiale dans d'autres pays du monde. Et puis, d'une manière générale, la tech, elle est mondiale. La tech, elle touche toute l'économie. Ça, on va en parler justement entre nous. Donc, quand on vous dit que c'est un truc catastrophique, ce qui est en train d'arriver,
On plaisante pas. Deuxième article qui va un petit peu dans ce sens, mais qui donne quelques chiffres un petit peu plus précis. La Silicon Valley Bank, 175 milliards de dollars de dépôts, 209 milliards de dollars d'actifs totaux, c'est-à-dire en gros les actions qu'elle a, mais c'est pas de l'argent qu'elle a et qu'elle peut redistribuer. Vendredi dernier, plus de 42 milliards de dollars ont été retirés. Donc le trou d'air, t'es mal la taille du trou d'air. Hein. 42 milliards juste pour une journée. Exactement. Oui. C'est-à-dire que... Alors, juste pour donner un ordre d'idée, en 2008, Washington Mutual, si certains s'en souviennent, c'est une des banques qui a fait faillite en 2008. Le retrait n'avait été que de 16,7 milliards de dollars. Là, on parle de 42 milliards dans la journée, quoi. Donc, ça en fait des billets à compter. C'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. Non, c'est pas marrant. Mais c'est l'une des conséquences de la techification du monde et du monde financier. C'est-à-dire que, en plus, les startups et les gens qui sont très au fait de la chose technologique, ils pouvaient retirer leur argent en allant sur le site web et en faisant 3 clics. Donc, alors qu'en 1929, tu faisais la queue devant ta banque. Voilà, exactement. Voilà. Donc ça allait beaucoup moins vite. Et même en 2008, ça a été moins vite, j'imagine en partie, parce que c'était pas aussi facile, c'était pas aussi simple. On allait encore, pour des grosses sommes, tu allais les retirer à la banque. Aujourd'hui, tout se fait effectivement instantanément. Alors, on va répondre à des questions, et c'est normal que vous en posiez, pourquoi tout le monde veut retirer son argent et tout ça. Comment on en arrive là? On va en parler, on est des spécialistes boursiers, bien sûr. Une partie des dépôts, alors ça, on en parlera aussi, une grosse partie en fait des dépôts n'étaient pas assurés. On parlera justement de l'assurance bancaire. On parle même de 96% du total des 173 milliards de dollars n'étaient pas assurés. C'est quelque chose qui ne pourrait pas arriver en Europe, je le dis entre parenthèses. On a quelques noms de grosses start-up ou entreprises tech. Circle, ils font quoi déjà Circle, c'est ceux qui sont derrière l'USD... Enfin, c'est du Web3, quoi. C'est du Web3. C'est ceux qui gèrent l'un des stablecoins. L'USD, je crois que c'est USDT. Non, c'est pas le Tether. Bref, c'est l'un des stablecoins qui est censé être une crypto-monnaie qui a une parité totale avec le dollar. Et comme on l'a vu par le passé, quand les choses ne se passent pas bien du tout, le stablecoin qui est censé avoir une valeur d'$1, un stablecoin égale $1, c'est USDC, merci à la chatroom, il est tombé à 90 cents, un truc comme ça. Bon, c'est remonté depuis, mais c'est exactement le genre de choses qu'on ne veut pas, parce que la stabilité d'un truc comme ça est complètement symptomatique du climat général dans la tête. C'est génial, quand tu garantis ton stablecoin à $1, mais que ta banque fait faillite derrière, c'est, comment dire, tu sais, quand tu vomis et que tu chies en même temps. C'est un peu le même truc. Le double problème. Est-ce que je dois m'asseoir? Il faudrait un terme précis pour ça. Exactement. Roku, alors ça, gros aux États-Unis, grosse entreprise, beaucoup moins populaire en Europe. Roku, pour donner un tout petit peu de contexte, Roku, c'est une société qui fait du streaming et qui a commencé avec des set-top box, enfin des box de streaming, et qui a aujourd'hui non seulement une grosse présence dans l'écosystème parce qu'ils ont moins d'offres triple play aux États-Unis, donc par défaut, tout le monde passait un petit peu sur Roku, et aussi ils sont dans la merde, ils ont un service de streaming en plus de leur box maintenant. C'est un gros concurrent des géants comme Disney, Netflix, etc. Et ils sont dans la merde aussi. Un que vous connaissez plus, en tout cas que vos enfants connaissent plus, Roblox. On sait que c'est énorme, Roblox, aujourd'hui. Il y a 150 millions qu'ils avaient à la banque. Je vais aller vite, mais globalement, il y a alors, il n'y a pas des grands noms, genre Twitter, de toute façon, ils n'ont plus d'argent, Meta ou quoi que ce soit, mais c'est quand même des startups assez conséquentes, des piliers aussi. On ne va pas lire tous les noms, mais il y a des choses qui sont des bases de comment fonctionne Internet aujourd'hui, qui sont dans cette banque. C'est-à-dire que les gros, ils ont des liquidités derrière, ils peuvent se démerder. Le problème, c'est toutes les startups plus modestes qui sont toutes chez SVB. Et encore, tu vois, là, on n'est pas en train de parler de startups mal gérées qui perdent de l'argent. C'est des startups, a priori, qui ont leur trésor, mais quand ta trésor, elle est à la banque et que la banque fait faillite, en fait, juste pour que vous compreniez le problème, comment se passe schématiquement, on va arrêter d'afficher les articles, on va commencer à parler. Schématiquement, comment ça se passe? Patrick a une startup. Il veut lancer
la tasse de thé connectée. Il vient me voir. Moi, je suis quelqu'un de très riche, avec beaucoup d'argent. Je fais, Patrick, ton idée, elle va cartonner, mais pendant 10 ans, tu vas pas gagner une thune. Donc, je vais avoir un burn rate pour fabriquer une tasse connectée. Le burn rate, l'argent que je dépense tous les mois, il va être de quoi? Facile 200 millions. Il faut payer tous tes employés. C'est ça. Tu as une centaine d'employés, 200 millions, ils sont bien payés. Tu vas me faire... Écoute, tu vas me faire quelques SMIC là-dedans, hein, on va s'inspirer d'Elon Musk, on va faire payer le papier toilette, tout ça. Voilà, exactement. Donc, moi, je te donne une grosse somme d'argent pour que tu puisses tenir pendant 10 ans pour développer ta start-up avec tes employés, ton marketing, ta communication, etc. Cet argent, je le mets à la banque. Bonjour, Silicon Valley Bank. Je vous donne mes 1 milliard. C'est moi qui mets à la banque. Non. Ah oui, parce que toi, tu es l'investisseur, c'est ça? Je suis l'investisseur. Je mets l'argent parce que tout mon argent est à la Silicon Valley Bank. Parce que c'est une banque de confiance, tu comprends? Tout à fait, la banque des startups. Je leur dis, vous prenez 1 milliard sur les milliards que j'ai et vous les mettez sur le compte de Monsieur Patrick Béja et sa startup IT, IT. Le IT, tu vois, le thé connecté. Ah oui, tout à fait, oui. Non, ça a pris un moment, pardon. Voilà. C'est un peu... c'est pas le IT, oui. Et toi, tous les mois, parce que tu vas pas prendre le 1 milliard en billets de 1 avec des grosses valises que tu vas poser dans ton bureau, tu laisses tout cet argent-là à la banque pour payer tes employés tous les mois. Or, qu'est-ce qui se passe si la banque fait faillite? Moi, investisseur, j'ai perdu tout mon argent, et toi, qui es entrepreneur, tu n'as plus accès à ton argent pour payer tes employés. C'est-à-dire que littéralement, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'une bonne partie des startups de la Silicon Valley et des entreprises de la Silicon Valley ne peuvent plus retirer d'argent pour payer leurs employés. C'est-à-dire qu'il y a ce week-end des centaines, des milliers, des dizaines de milliers peut-être d'employés dans la Silicon Valley qui ne savent pas s'ils vont pouvoir payer leur loyer, enfin recevoir leur salaire, en plus c'est à la semaine aux États-Unis, lundi. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Donc, alors, ça a l'air de se débloquer un peu, mais... Effectivement, il y a des nouveautés ce matin, on va en parler, parce que c'est pas le dénouement de l'histoire, non. Mais il y a la suite. Mais imaginez quand même le vent de panique qu'il y a eu ce week-end, et moi, je l'ai vu de visu, parce que je suis allé sur des Discord de gens que je connais, et des Slack de gens que je connais qui sont dans le milieu des startups. Panique absolue, même en France. Parce que le problème, même s'il y a pas mal de startups, il y a quasiment aucune start-up française qui avait vraiment de l'argent dans la Silicon Valley Bank. Donc ça, déjà, ouf. Mais toute start-up dépend des autres start-up. On ne sait jamais. Non, mais tout ça est un gros jeu de domino. Non, mais regarde. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait jamais. Et donc, toi, tu gères ta start-up, tu es un patron de start-up. Qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, je ne sais pas si je vais pouvoir retirer demain. Alors, la Silicon Valley Bank, c'est une chose. Déjà, peut-être que je n'ai pas d'argent chez eux. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir retirer de mon autre banque, peut-être qu'il va y avoir l'effet domino classique, peut-être que je vais retirer mon argent, moi, maintenant. Même plus cruel, plus crucial que ça, une start-up française que je ne citerai pas, toute son offre est basée sur l'utilisation de data qui vient d'une start-up de la Silicon Valley. La start-up de la Silicon Valley, le mec sur Twitch dit « lundi, je ne serai peut-être pas là. Enfin, mon entreprise ne sera pas là. Donc, vous n'aurez pas votre data. » Donc, par effet domino, la start-up française, elle fait il va falloir que j'appelle mes investisseurs, on a un très gros problème. En gros, il y a des business qui peuvent être annihilés du jour au lendemain et on n'exagère pas. C'est pas une mort lente, c'est que c'est tout un système. Et on parlera du talon d'Achille, des colosses au pied d'argile, du système bancaire américain et des absences de garantie. Mais globalement, une grosse partie de la tech américaine, donc mondiale, est touchée au cœur, est touchée au talon, est touchée en tout cas là où ça fait mal. Et grosse inconnue. Alors, je donne quand même le dénouement temporaire de l'histoire. La Fed a décidé plusieurs choses. Le système fédéral américain a décidé plusieurs choses. Ils ont décidé, qu'ils n'allaient pas sauver Silicon Valley Bank. Ils ont sauvé un certain nombre de banques en 2008. On leur reproche encore. Enfin, les too big to fail, tout ça. Les too big to fail, prennent des risques etc. et on les sauve quand même. Donc, ils en ont sacrifié quelques-unes. Ils les ont laissées couler en 2008. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit « Ok, on va laisser la Silicon Valley Bank en faillite », mais ils ont mis des coupe-feux pour éviter une contagion au système bancaire américain.
Parce que ça allait jusque-là, c'est-à-dire qu'on parle de la Silicon Valley beaucoup, mais il y avait une vraie crainte, alors peut-être causée par un vent de panique exagéré, mais une vraie crainte que ça se diffuse au reste du système bancaire américain. C'est ça. Et ça, là, parce que de toute façon, c'est pas fini, cette histoire. Là, il va y avoir une crise de confiance générale, mais globalement, dans les faits, la Fed a isolé, on va dire, le corps gangréneux de la Silicon Valley Bank. Ils ont apporté une solution start-up. Donc ça, c'est bien, c'est que jusqu'ici, les start-up avaient la news qu'ils n'allaient pas pouvoir retirer plus que 250 000 $, ce qui pour certaines start-up veut dire la fin des haricots. Enfin, la fin, ça ne leur suffit pas à tourner. La Fed a dit, enfin la Fed et d'autres organismes ont dit, on va assurer les lignes de paiement avec l'argent des contribuables, l'argent de la Fed, etc. Vous pourrez retirer votre argent. Donc, ils ont fait en sorte que la tech ne s'effondre pas aujourd'hui, lundi. Mais le problème reste quand même patent. C'est-à-dire là, on a un peu coupé autour du corps gangréneux pour éviter que ça contamine l'ensemble de l'économie mondiale. Mais ça ne veut pas dire que les problèmes sont finis. Parce que le problème, c'est que notre économie de marché, est beaucoup basée sur la confiance. Et quand vous avez une banque, la 16e banque américaine, sur laquelle la tech repose, on va dire à au moins 70%, s'effondre en moins de 4 jours, que vous soyez investisseur, entrepreneur, consommateur, utilisateur, tout ça fait dire, y a-t-il pas un problème ? Alors là, en l'occurrence, la cause à la base de tout ça, c'était la remontée des taux d'intérêt, justement, de la Fed, qui a fait que les investissements de la Silicon Valley Bank étaient du coup moins porteurs, et c'est ce qui a provoqué le truc. Mais il n'empêche que ça aurait tout à fait pu et ça peut peut-être encore se propager ailleurs. J'ai quand même l'impression, alors je ne suis pas un super spécialiste du monde financier, bien sûr, mais j'ai quand même l'impression que les grosses banques, les JP Morgan, tout ça, ils ont l'air de dire non mais nous ça va quoi. Bon, maintenant. Ouais, mais ils vont pas dire ça va pas. En fait, bien quand sûr. une banque commence à dire ça va pas, c'est là où vous comprenez le phénomène de domino. Dès qu'il y a, et là c'est ce qui s'est passé avec la Silicon Valley Bank. Jeudi, il y a commencé à avoir des mauvais signaux. Donc les VC, les gros investisseurs qui sont potes avec les mecs de la banque. D'ailleurs, il y a des histoires déjà cheloues qui montent avec le patron de la banque qui aurait vendu 11% en janvier, ses actions en janvier. Bref, certains qui s'y connaissent sentaient bien qu'il y avait un problème. Ils se sont mis à retirer de l'argent. D'autres, parce que c'est public quand tu retires de l'argent de ta banque, d'autres ont fait « Et pourquoi du schmoll là-bas, il est en train de retirer tout son argent de la banque ? Oula, moi aussi, je vais retirer mon argent. » Et boum, 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 en cascade. Si ça se met à dégénérer sur les autres banques des États-Unis et du monde, tout le monde va retirer son argent. Et ça peut paraître absurde, mais il faut rappeler une chose. Les banques ont votre argent, mais n'ont pas votre argent. C'est-à-dire qu'elles prennent votre argent, mais elles ne le mettent pas dans un coffre-fort fermé à double tour. Elles prennent votre argent et elles l'investissent. Et elles l'investissent avec plus ou moins de réussite. Elles n'ont jamais, dans les coffres de la banque, l'ensemble de l'argent qu'on leur a confié. C'est comme ça que fonctionne l'économie de marché. Quand ça va bien, c'est plutôt un bon système parce que ça permet, en tout cas aux banques, de faire beaucoup d'argent avec votre argent. Non, mais ça va au-delà de ça. Je crois que il est assez facile de regarder ce genre de situation un petit peu exceptionnelle et de se dire mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ces pratiques ? Alors, dans différentes régions, on a différentes législations qui imposent une certaine quantité d'argent en disponible, en liquide, entre guillemets, au sein de la banque. C'est, alors je ne connais pas les chiffres, mais de 5, 10, 20, 15, 30%, il faut que vous ayez cet argent disponible, de l'argent qui est déposé chez vous, pour le cas où les gens veulent retirer tout de suite. Et on se dit, mais pourquoi est-ce que ces banques n'ont pas 100% de cet argent en disponible pour le cas où ? Et c'est vrai que ça pourrait sembler logique. Le problème, c'est que si on fonctionne comme ça, toute l'économie et la croissance, et au-delà, les progrès technologiques, sociaux, toute la manière dont la société a évolué ces 100 dernières années, n'est pas possible. C'est un système qui est effectivement à ses failles, c'est certain, et quand il y a une crise, alors il faut la gérer, et ça a des conséquences évidemment, mais c'est aussi le système qui fait en sorte que l'économie peut se développer. L'économie, c'est pas juste des chiffres, ça veut dire la vie, le quotidien des gens et la technologie au hasard, puisque c'est le domaine qui nous intéresse.
a pu progresser de la manière dont elle a progressé aujourd'hui. Ouais. Alors, ces dernières années. Je vois quelques réactions dans la chatroom. Déjà, ne mélangez pas, entre guillemets, l'argent des particuliers. En France, effectivement, c'est assuré jusqu'à 100 000 euros, votre argent. Mais n'oubliez pas que la France a eu son lot de faillites bancaires. J'aimerais rappeler le Crédit Lyonnais, quand même. Ma génération s'en souvient. Et juste pour expliquer le problème de ces faillites bancaires, d'un côté, on peut se réjouir quand on est un anticapitaliste, parce qu'on dit ouais, les riches perdent leur argent, voilà, l'économie de marché, ça marche pas. Il faudrait centraliser. Au-delà de qui perd son argent, effectivement, on peut se réjouir en y voyant une preuve des failles du capitalisme, ce qui est évidemment une des failles du capitalisme, c'est indéniable, c'est arrivé plusieurs fois. Et donc, oui, je peux comprendre que quand on pense que le système est faillible ou a des problèmes sérieux, on se dit, bah voilà, encore une preuve. C'est un proof of concept qu'il faudrait tout décentraliser, etc. Le problème de ces crises bancaires, en tout cas, on est dans une crise économique. Moi dans l'absolu, ça ne me surprend pas qu'il y ait des faillites bancaires. Parce que ça nous pendait au nez, l'économie est en tournant, on va dire, récessionniste en ce moment. Généralement, les faillites bancaires arrivent quand on s'y connaît un petit peu en histoire économique. Néanmoins, c'est une grande constante de l'histoire, c'est que dans ce genre d'histoire, les très riches s'en sortent, et ceux qui trinquent vraiment, c'est nous et vous. Les petites startups de 10 à 100 employés... Nous, on est quand même assez... je veux dire, on se met au niveau des gens tu vois, mais nous... C'est bon. C'est bon. La Trésor Nowtech est à l'abri. Alors attends, on va compter les billets. Alors là, j'en compte un avec un chiffre impressionnant. Attends, il y en a 3, je croyais que j'en avais que 2. Et quand on regarde un petit peu dans ses poches, on se rend compte qu'en fait, ça va. Ça va, hein. Merci pour les subs. Il y a 15 euros. 15 euros. Non, pardon, je t'ai interrompu. Tu expliquais oui, en fait, ça touche les gens normaux, quoi. En vrai, et de toute façon, les épargnants, les retraités, mais pas que ça, les petites startups. Et n'oubliez pas, après, on a le droit d'être anti-système, anti-économie de marché. C'est des pensées qu'on a le droit d'avoir, mais il faut l'être d'une manière globale. Comprenez bien que le système alternatif que, pour l'instant, les anti-économies de marché proposent, moi, me paraît bien plus séduisant et n'empêcherait pas ce genre de problème. On pourrait parler, si on avait un historien avec nous, aussi des problèmes bancaires qui étaient rencontrés par l'URSS, quand c'est l'État qui gère tout ça de A à Z. Oui. Ça résout pas forcément les problèmes parce qu'on vit aussi dans une économie mondialisée. Non, mais voilà. Bon, on va pas repartir sur le truc. C'est que quand on parle d'anticapitalisme, et on en parle de temps en temps, Jérôme, toi et moi, l'anticapitalisme, si on creuse un petit peu chez ceux qui critiquent, parfois avec raison, certains aspects des économies de marché capitalistes qu'on a aujourd'hui, on se rend compte que on remet pas vraiment en question l'économie de marché elle-même. On remet pas. Moi, c'est les très très énervé. Mais là, pardon. Vas-y. Non, je dirais là, ce qui est un petit peu choquant quand même, et je pense que c'est une question de culture entre Amérique et États-Unis, c'est que les comptes n'avaient même pas d'assurance. C'est-à-dire que le libéralisme américain entrepreneurial, il est beaucoup basé sur ce qu'on appelle la main invisible. C'est-à-dire que tout se régulera par lui-même, par la demande et l'offre, et que tout va bien, et que tout système étatique ou trop de contrôle sur l'argent est mauvais et empêche cette fluidité et le côté magique de la main invisible du libéralisme. Le problème, c'est que ça engendre des excès quand tu vois 96% des comptes à la Silicon Valley Bank n'étaient même pas assurés. C'est-à-dire que pour eux, prendre une assurance sur leurs fonds est déjà quelque chose qui peut scléroser leur vision du libéralisme. Et bien, quand les choses vont mal, elles vont très très mal du coup, très 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 mal. Et là, je crois que si on parle 2 secondes d'idéologie, on a clairement un excès qui est peut-être même de notre point de vue européen, même quand on est plutôt dans la mouvance de la tech et de l'économie de marché, du capitalisme, on se dit oui, enfin là aux États-Unis, ils poussent un petit peu le bouchon. Maintenant, on sonne la sonnette d'alarme et on se dit mon Dieu, tout va être catastrophique et ça va vous toucher vous. Est-ce que là, tu penses vraiment que ça va ruisseler jusqu'aux gens normaux? Moi, j'ai l'impression que
ça, c'est relativement géré. Je ne suis pas certain, et on va voir, hein, je me tromperai peut-être, mais je pense que c'est jugulé et qu'il n'y aura pas contagion, et que donc, ça devrait pas trop mal se passer. Moi, je suis plus pessimiste. Comme c'est parce surprenant. que en fait, toute cette économie est basée sur la confiance. Le capitalisme est basé sur la confiance. Là, t'as beau avoir la Fed qui step up et qui dit « Oh là là, on va mettre des coupe-feux, vous inquiétez pas, tout le monde aura son salaire, etc. » Ça montre que c'est possible que tout se casse la gueule. Et à partir du moment où c'est dans la tête des investisseurs et la tête des entrepreneurs, ça veut dire beaucoup moins d'embauches, ça veut dire que les startups qui disaient on va brûler du cash pendant 10 ans, et parfois elles ont besoin de brûler du cash pendant 10 ans pour arriver au truc, c'est fini, pour moi, c'est finito. Donc les startups qui prennent beaucoup de risques, c'est fini. Alors certains peuvent dire, bah c'est bien, au moins ils vont gérer comme des bons... Oui, mais ils innoveront beaucoup, enfin ils iront beaucoup moins dans l'innovation, ils iront beaucoup moins dans le risque. Ça risque de faire prendre du retard à la tech, on peut le dire. On est, pour moi, dans une crise qui ressemble à celle des années 2000, qui a eu des effets bénéfiques, ne le négligeons pas, qui a permis à celle qui avait un vrai business model de s'en sortir et déléguer toutes les autres. Beaucoup d'entre vous ne se souviennent pas, mais les années 2000, il y avait tellement de bullshit dans le monde. Il y avait énormément de bullshit. Là, il va y avoir quand même des larmes à la Silicon Valley. Je pense que même l'image de marque de la tech américaine, et c'est là où on peut inscrire c'est là où je dis que les choses sont graves. Nous sommes actuellement dans un immense bras de fer géopolitique entre la Chine et les États-Unis au niveau de la tech, avec plein d'acteurs intermédiaires, Taïwan, l'Irlande, la Hollande, etc. La tech américaine va devoir encaisser cette crise de confiance, alors que la tech chinoise est plutôt en prise de confiance. Ça peut accélérer certaines transformations. Moi, je crois que plus qu'accélérer certaines transformations, la Chine, le problème, c'est que la Chine n'est pas une alternative crédible. Quand on parle de craintes qu'ont provoqué certaines actions ou certains événements, le refroidissement de l'expansion de la tech chinoise avec les actions du gouvernement d'il y a 2 ans, est pas prête de se réchauffer, on va dire. On a toujours la crainte du gouvernement chinois qui peut dire bah non, ça va pas, on arrête tout de suite, machin. Même si maintenant ils se rendent compte que l'impact sur leur économie est important et donc ils lâchent un peu la bride. Bon, par contre, effectivement, un ralentissement aux États-Unis, je crois que là, il y a des gens qui vont être un petit peu frileux et qui vont se dire ouais, du calme, on va laisser les choses se calmer et pendant 1, 2, 3 ans, ça peut effectivement avoir un impact. De toute façon, comme 80% des cols blancs vont perdre leur boulot à cause de ChatGPT, finalement... C'est dans la même tendance. Mais tu vois ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ceux qui y gagnent et ceux qui y perdent, c'est le moment pour les gros de la Silicon Valley. Comme à chaque fois qu'il y a ce genre de crise, c'est le moment où ils vont faire leurs courses. Tu vois, ils ont alors, tant que ça ne touche pas... Il va y avoir des rachats massifs. Ouais. Voilà, c'est ça. La start-up qui était un petit peu prometteuse, mais un peu chère parce que potentiel, machin. Amazon ou Apple ou Facebook ou Google, ils vont aller dire « Ah, mais alors, écoutez, vous, pour une somme raisonnable, venez travailler chez nous, c'est plutôt sympa. » Et ils vont faire leurs courses. Ça, c'est... Et eux, encore une fois, à moins que toute l'économie mondiale ne s'effondre, et on n'y est pas... ces banques-là, enfin ces grosses sociétés-là, elles ont des réserves de cash monumentales qu'elles vont mettre à profit, quoi. Au niveau de la tech européenne, on nous pose est-ce que l'Europe n'a pas une carte à jouer? Alors déjà, la tech européenne, elle est extrêmement faible. La position de l'Europe dans le monde technologique, on est des super consommateurs de tech, mais on n'a pas développé du tout. Alors peut-être parce que nos banques sont mieux protégées. Mais c'est à ça que j'allais en venir. Quand je disais tout à l'heure ce qui a permis aussi un développement, on peut critiquer. Je pense qu'une critique que tout le monde aura, c'est l'aspect écologique du développement de la surconsommation, etc. Ça, on peut le critiquer évidemment. Mais le développement qui a été possible ces 20-30 dernières années dans la tech, c'est aussi possiblement, c'est complexe économiquement, théoriquement à établir,
Mais c'est peut-être possible aussi parce que ces banques-là et ces économies prenaient des risques que nous, on ne prend pas. Une chose qui est très flagrante dans le système bancaire, ok, on a un système bancaire qui est mieux protégé. Mais toutes les startups te le diront, monter une start-up en France, c'est l'enfer au niveau bancaire. Il y a très peu de banques qui font confiance, en fait, au système des start-up. C'est ça qui a aussi pas mal englué le développement, comme tu le dis, du monde tech en Europe. Enfin, c'est un facteur, en tout cas. C'est un facteur. Beaucoup de start-up partent aux États-Unis pour des raisons bancaires aussi, parce que les banques aux États-Unis prêtent beaucoup plus facilement, font confiance beaucoup plus facilement. À tort, on le voit aujourd'hui. Alors, à tort, oui et non. À tort, non. Encore une fois, il y a une crise là, effectivement. Il y en a eu d'autres. Hein. La crise de 2008, c'était pas la tech, hein, mais c'était aussi un système bancaire qui n'était pas assez régulé. Mais moi, j'ai ma super idée de start-up IT, tu vois. Je fais le tour des banques en France et le tour des investisseurs. Il y en a beaucoup moins qu'aux États-Unis. Je dis, je voudrais de l'argent pour lancer mon truc. J'ai besoin de 10 millions les 2 premières années pour développer le machin. Personne ne me donne d'argent. Ou ils me disent, bon, on peut vous donner 400 000 et encore, vous signez avec votre sang. Et aux États-Unis, j'y vais et tout à coup, l'argent coule à flot, tu vois. Je me dis, OK, je vois 4 investisseurs, il y en a un qui me donne tant. La banque me dit, OK, moi, je t'assure sur ton truc. OK, tu peux ouvrir un compte chez moi. Alors oui, il y aura 10 sociétés IT qui vont se casser la... IT, je ne suis pas convaincu de ce nom. Le T connecté, c'est très bien. IT, OK. Il y en a 10 qui vont se casser la gueule. Je t'ai donné 1 milliard, donc on peut tu veux que je rajoute 5 euros Le tiers de ma trésor 5 euros pour IT. Il y en a 10 qui vont se casser la gueule, une qui fonctionne pas trop mal et une qui va super bien marcher. Bon, clairement, on peut critiquer le système, mais l'expérience des 20 dernières années a montré que c'est plutôt un net positif dans la Silicon Valley, même peut-être très positif. Ça dépend si tu te places sur 1 an, 10 ans, 20 ans. Enfin, en vrai. Là, on regarde aujourd'hui, tu te dis, mais quel est ce système de con, quoi. Ouais. Aujourd'hui, c'est sûr que là, tu montres les failles d'un système. Le système a des grosses fragilités parce qu'il est moins sécurisé, mais il permet aussi une dynamique quand les choses vont mal que ne pourrait pas avoir un système plus protégé. J'ai une illustration de ça, et en plus, je vais renouer avec le rendez-vous tech que j'ai fait avec toi. Enfin, on parlait des youtubeurs. En fait, je me suis penché sur ce que j'ai dit. J'ai dit beaucoup de conneries. Non, j'ai dit c'est très intelligent ce que je dis, mais il y a encore mieux. En fait, pour avoir discuté et connaître un petit peu le milieu des youtubeurs, ça va bien vous faire expliquer la différence de mentalité. On a dit dans le rendez-vous tech que les youtubeurs, sur le modèle de MrBeast, il y avait une course en avant de super production sur YouTube. Là où il y a un problème fondamental avec des McFly et Carlito, des Squeezie, tout ça, par rapport à des MrBeast, c'est une question de mentalité. Les youtubeurs français, même ceux qui gagnent beaucoup d'argent, les 10 qui gagnent beaucoup d'argent sur YouTube, pour la plupart, je ne voudrais pas faire une généralité, mais pour la plupart, mais vas-y, fais-en une quand même. L'argent, ils le mettent dans un appart à Paris, ils le mettent bien au chaud parce qu'on est éduqué comme ça à sécuriser au maximum l'argent. Un MrBeast, chaque dollar qu'il gagne, il le réinvestit dans la vidéo suivante. MrBeast vit dans une chambre dans ses studios. Pour l'instant, ne capitalise pas du tout son argent. Alors que là, il pourrait. Hein, il pourrait, mais il réinvestit. Il veut aller beaucoup plus loin, il veut aller plus haut. Donc, il fait prendre énormément de risques à son argent. Il ne met pas de côté. Il n'y a pas cette culture de l'épargne. Il n'y a pas cette culture de mettre au chaud. Et les youtubeurs français, pour la plupart, achètent leur maison. C'est le premier truc qu'ils font avec l'argent de YouTube. Moi, c'est ce que je ferais. Voilà, c'est d'acheter leur maison. Ouais, bien sûr. C'est une question de culture, quoi. Mais MrBeast, c'est vraiment un exemple un petit peu extrême. Mais d'ailleurs, juste un petit mot sur ce qu'on disait dans le rendez-vous tech. Tu me disais, oui, tu as le regard déformé par le YouTube Gaming qui peut produire à moindre frais. En y repensant, il y a quand même plein de domaines. Tu vois, il y a BookTube, il y a la science, il y a plein de domaines où tu te mets devant la cam, tu parles, c'est intéressant. Donc, c'est un petit peu différent de l'entertainment. Mais oui, pour cette catégorie-là, les gens qui font de l'entertainment, qui sont happés par le toujours plus produit, le produire toujours plus gros, effectivement, peut-être que cette mentalité joue dans leur... C'était juste pour illustrer, oui, et c'est vraiment un point fondamental entre les États-Unis, on va dire dans une certaine mesure l'Angleterre et la France ou l'Allemagne. Dans les pays anglo-saxons, il y a une culture de l'investissement, du particulier jusqu'à l'entrepreneur, jusqu'au VC, enfin celui qui donne de l'argent.
ils n'ont pas peur d'investir de l'argent. Alors, parfois, ils s'en mordent les doigts quand il y a une crise comme ça. En Europe, on va dire en Europe judéo-catho, on a une culture de l'épargne. Beaucoup plus une culture de l'épargne, de mettre l'argent et de le protéger au maximum. Finalement, c'est deux rapports différents. Finalement, est-ce que nous, on n'a pas le meilleur deal ? Parce qu'on profite des avancées technologiques de ceux qui prennent des risques, et nous, on est un petit peu plus... on n'a pas de tech, on n'a pas d'industrie, on est en train de perdre sur la compétitivité mondiale, on n'achète plus que des produits chinois. Eh ben ouais, mais t'as tout épargné, mon con. Bilan, vendez votre maison et votre appartement et lancez-vous sur YouTube. C'est ça que tu es en train de me dire. Sebé. Il y a quelqu'un tout à l'heure dans la chatroom qui disait, j'y avais pas pensé, mais si Patreon est à ses comptes chez SVB, et là tout à coup je rigole beaucoup moins. Ah bah oui. Mais oui. Non, mais en vrai, moi j'ai commencé à regarder un truc tout con, et je le dis à ceux... Nous, on est chez Conto. Conto, c'est une banque start-up. Mm-hmm. J'ai tout de suite vérifié où Conto est. Et a priori, Conto, c'est bon. Mais par contre, Conto est lié à un autre truc où là, c'est pas bon. Donc non, les remous, sans rire, parce que là, on rigole et on fait un peu d'entertainment. Mais sans rire, les conséquences vont être assez tentaculaires quand même. Et on va tous être plus ou moins touchés. Oui, mais au moins, on a une maison. Non, ta maison t'appartient pas. Elle appartient à ton banquier, si t'as emprunté pour... Oui, mais une fois que c'est payé. Et l'hypothèque. Une fois que c'est payé, c'est terminé. Ouais, à toi, la maison. Tant que tu l'as pas payée, elle n'est pas à toi, ta maison. Non, mais une fois qu'elle est payée, le problème, c'est que si après le... Bah, si. Mais non. Ah bon, ok, d'accord. S'il y a un problème, il faudra la revendre. Et tu vas la revendre à qui ? Aux banques. C'est ça. Le problème, c'est que une fois que la baguette, tu as besoin d'une brouette de billets pour aller l'acheter, bah, tu es bien content dans ta maison. Donc, je propose de passer à la deuxième partie de l'émission. Le système bancaire est-il à revoir de A à Z ? Moi, je dis oui, je hais les banques. Et elles me détestent pareil. Ça tient la 5G ? J'ai l'impression qu'il y a des petits ralentissements parfois. Oui, je le rappelle pour ceux qui sont arrivés en cours de route, on est en 5G, on a une panne d'Internet. Je vais aller vérifier si Internet n'est pas revenu. Franchement, on est en train de faire ce truc. Alors oui, il y a des petits lags de temps en temps. On est en train de faire ce truc avec la connexion 5G d'un téléphone. Je trouve que toujours pas revenu. Je trouve que la technologie est assez formidable et j'en profite. Je sais pas si mes enfants regardent maintenant. Ma femme m'a dit on va peut-être regarder comme ça. Ils vont voir ce que papa fait comme travail et ça, franchement, ça va leur donner des images un petit peu catastrophiques de ce que c'est que le travail. Si vous êtes là, bonjour les loulous. Attends, on va. Voilà. Bonjour les loulous. Des bisous. Voilà. Le moment cringe de l'émission est passé. Mais c'était super mignon, regarde. Dans la chatroom, dites-nous si c'est mignon ou pas. Vous allez voir. Ouais, c'est mignon. Bon, en tout cas, on n'a pas fini d'entendre parler de ces histoires. La tech qui allait quand même déjà pas très bien en ce moment, c'est un gros coup de butoir. Pour ceux que ça intéresse, et je terminerai quand même là-dessus, si vous avez des actions dans des startups tech, mon conseil... Ne regardez plus la bourse pendant au moins 2-3 ans. Parce qu'à mon avis, là, il va y avoir un trou d'air phénoménal. Moi-même, je ne m'en suis jamais caché. J'ai quelques actions pour m'amuser dans la tech. Je n'ouvrirai plus mon application bourse pendant au moins 2-3 ans, je pense. Parce que là, il va y avoir un vide d'air sérieux. Si vous avez des cryptos... Là, j'ai envie de dire, pensez à autre chose aussi, parce que, à mon avis... Là, ça fait un moment, les cryptos. Moi, j'avais quelques cryptos pour m'amuser aussi. Bon, j'ouvre plus trop le... Mais tiens, peut-être un dernier mot sur SVB. Il y avait un article vraiment intéressant de Om Malik, qui est un ancien journaliste, passé investisseur, qui parlait, au-delà des questions de faille du système financier américain, qui parlait de SVB, la banque elle-même, et de sa relation au monde de la tech et aux investisseurs. Et ce qu'il disait, Om Malik, c'est que la banque n'a pas besoin juste d'être sauvée, elle a besoin d'un repreneur qui comprenne son état d'esprit. Parce que SVB était une banque that cared. Est-ce que c'est possible de dire ça ? C'est une banque qui avait vraiment à cœur d'aider le développement des startups et des investisseurs et de ce monde-là. Qui était capable de donner de l'argent pour une bête idée de déconnecter. Exactement, et qui accompagnait les investisseurs. Donc, on a passé beaucoup de temps à parler du système bancaire de manière un peu froide, mais lui, ce dont il se lamentait, Om Malik, et il connaît ce monde-là,
il disait que c'était la seule banque qui était justement pas hyper froide et pas hyper calculatrice, bon, beaucoup certainement aussi, mais qui était là pour accompagner les investisseurs. Donc c'est ce que lui regrette le plus dans cette histoire, et qui du coup je pense est perdu. On repart sur la confiance. Je donne jamais de conseils financiers parce que c'est votre argent, mais quand même certains sont en train de s'exciter en disant c'est le moment d'acheter. Je peux juste vous dire ça, nous sommes dans un moment extrêmement dangereux parce que investir en bourse sur des trucs qui baissent, ça peut paraître la bonne idée, il y a tout qui baisse. Je vais acheter pas cher et ça va remonter. Ouais, mais parfois, il y a des trucs qui baissent et qui meurent et qui remontent pas. Ça s'appelle des faillites. Comme une banque, tu vois. On dit, une banque, il y aura toujours de l'argent. Ben non, il y a des banques qui font faillite. Donc, je ne donne pas de conseils financiers. Mais aujourd'hui, si vous achetez dans la tech, j'ai envie de dire, premier conseil de l'investisseur, l'argent que vous investissez, pensez que vous l'avez déjà perdu. Parce que là, vous risquez vraiment de le perdre. Après, ça peut gagner. Mais là, les risques sont quand même énormes. Technicolor, Lord ton père, exactement. Technicolor, entreprise française, Thomson. Hein, c'est remonté? Non. Eurotunnel, c'est remonté? Non. Et c'est pas encore en faillite complètement, mais c'est aussi, je crois que c'est lequel? Technicolor, c'est mort, ou Eurotunnel, je sais plus. Enfin, écoute, bref. Technicolor, j'en ai plus entendu parler depuis un moment. Non, c'est clair. Bref, on va passer quand même... Il est quelle heure? 8h50, on a quasiment fait 1 heure. Bon, en même temps, c'est un sujet hyper important ce matin. On va quand même essayer d'aborder rapidement les autres. Celui-là, c'est aussi SVB. C'était aussi SVB. Ça c'est marrant. Oui, on va quand même en parler de ça. On va parler de Tim Cook qui fait pression pour sortir le casque AR/VR cette année. Je vais essayer de résumer ça en une phrase. Ça devient un secret de polichinelle. Apple est en train de se préparer à lancer cette fameuse visière de ski. Hein, j'avais eu le nez creux en mettant une visière de ski dans ma vidéo. Et manifestement, il y a un problème. C'est que les équipes, on va dire, de conception, de design, sont contre cette sortie en interne. Et Tim Cook et ce qu'on appelle l'opérationnel dans une entreprise, ceux qui assurent la distribution, disent... On y va quand même. On aura un produit extrêmement cher, pas complètement au point technologiquement, pas aussi léger qu'on voudrait, mais il faut qu'on sorte un peu le minimum viable product. En fait, ils veulent, ce que l'équipe de Tim Cook dit, il nous faut un produit qu'on commence les itérations. Donc, il vaudra 3 000 €. On va en vendre à peine 1 million, ce qui est très faible pour Apple. Mais au moins, on aura une base sur laquelle on va pouvoir construire, un peu comme l'Apple Watch. La 0 n'était pas au point. La 1 non plus. La 2 non plus. Pour moi, l'Apple Watch a commencé à devenir utile à partir de la 3-4. C'est un peu ce que veut faire Apple. Utile. Et ce que ça montre, et je te laisse le crachoir, ce que ça montre, c'est qu'il y a... Enfin, tout n'est pas fluide chez Apple. En fait, je pense qu'il est facile de lire ce genre de news, et on les a vus un petit peu partout, on va les voir ce matin, et de conclure, mon Dieu, rien ne va plus chez Apple, le design se bat contre l'opérationnel en interne, ça veut dire que le produit est mauvais, puis après ils vont le sortir quand même pour faire de l'argent. C'est un petit peu hâtif comme conclusion, d'une part parce que ils vont faire de l'argent, ils vont en vendre 1 million. C'est une virgule chez Apple. C'est un pet de mouche. Voilà. Donc, c'est pas avec ça qu'ils vont faire de l'argent, certainement. Et il faut aussi pas refaire l'histoire. Et on ne sait pas exactement comment ça se passait entre Steve Jobs et les designers à l'époque. À vrai dire, on a plutôt des échos indiquant que ça se passait pas super bien. Et alors, il les poussait à faire mieux et il les engueulait quand ils faisaient des trucs qui étaient juste bien. Et il cassait les produits et il les sortait pas finis au final. Rappelez-vous que, tu parlais de l'Apple Watch, tu as tout à fait raison, mais même l'iPhone, qui est devenu le plus gros produit d'Apple et qui le reste encore, il est sorti, alors il y avait des aspects incroyables, mais il n'était pas fini. À la V1, et un des développeurs en chef raconte comment il s'est chié dessus au moment de la presse, parce qu'il y avait 50% de chances que ça plante. Mais 50% de chances quand même. Au moment où Steve Jobs appuyait sur le truc, ça allait peut-être à 50% planter. Quoi. Exploser. Ouais. Exploser. Carrément. Mais le téléphone, même quand il est sorti après la démo, il était en 2G.
ce qui était une technologie complètement sur la sortie. Il n'avait pas l'App Store au début, il était hyper lent. Enfin, vraiment, le téléphone était un produit hyper intéressant par certains aspects, même révolutionnaire évidemment par certains aspects, mais complètement pas fini pour d'autres. Mais si on remonte plus loin, regarde ce qui s'est passé avec l'iPod, le tout premier, quand il est sorti, le marché des lecteurs de fichiers MP3 était déjà existant. Il était solide, quoi, pour sa taille réduite par rapport à ce que c'est devenu. Mais on se souvient, à l'époque, et même moi, j'avais soit des trucs tout petits, mon lecteur Panasonic minuscule, soit les Arcos, on parle des technologies françaises, tu vois, qui avaient des disques durs énormes, machin. Bon, le truc, c'est que pour tous ces produits, il y avait certains aspects qui faisaient qu'ils étaient plus que différenciants, qui faisaient qu'ils venaient complètement transformer le marché dans lequel ils arrivaient. La question qui va se poser sur ce casque de réalité augmentée, réalité virtuelle d'Apple, c'est « Ok, il est clairement pas prêt par certains aspects d'après les échos qu'on a. Est-ce qu'il a aussi ces autres aspects qui montrent qui vont changer la manière dont on envisage ces produits-là ?» Et ça, on ne sait pas, on ne saura pas jusqu'à ce qu'ils le présentent. Et même quand ils l'auront présenté, on se dira « Ouais, bon, ok, il y a ça, mais attends, regarde, il faut le connecter à l'iPhone, il est machin, bon. » Moi, alors, déjà plusieurs choses. Certains disent c'est pas dans la culture Apple de pas sortir un produit fini. C'est faux. On vous dit tout le temps de vous méfier des V1 d'Apple. Complètement. Je dirais même au contraire. Les premiers produits d'Apple, ils changent le marché sur lequel ils arrivent, mais ils sont carrément pas finis. Ils sont jamais finis. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que moi, je me place quand même du côté Tim Cook, même s'il m'aime plus. Mais j'ai envie de dire, ce qui va changer la donne sur ce marché de la MR, on va dire, c'est si Apple arrive avec une offre logicielle, ou en tout cas une proposition d'utilisation de ce type de hardware convaincante. Et à la limite, je m'en fous que la première version soit grosse, 2 heures d'autonomie et tout. Si ce que ça me permet de faire me fait rêver. Tu vois, moi, dans ma vidéo, maladroitement peut-être, mais si je peux remplacer mon ordinateur physique par un ordinateur virtuel, moi, en tant que consommateur, c'est une offre qui m'intéresse. Je sais qu'elle n'intéresse pas tout le monde, mais moi, elle m'intéresse. Et si Apple arrive avec une utilisation comme ça, là, je dis, je m'en fous de la visière de ski. Ok, je préférerais avoir des lunettes légères comme ça pour pouvoir le faire, mais en attendant, je mettrai une visière. Alors, le truc, c'est que j'en parlais sur Twitter, notamment avec notre ami Cassim ce matin. Et il me disait, oui, mais regarde, l'iPhone, il y avait pas d'écran capacitif, il y avait plein de choses que l'iPhone a fait que les autres n'ont pas fait. Donc quand même, il y avait des choses incroyables, il était prêt. Là, on ne peut pas savoir, c'est le propre d'Apple, c'est qu'ils sortent des technologies et des utilisations qu'on ne peut pas imaginer avant de les avoir vues et qui deviennent évidentes une fois qu'on les a vues. Et ils l'ont fait pas qu'une fois. Tu parlais de l'iPod, c'est exactement ça. Ils ont sorti un lecteur de MP3 comme tout le monde, mais tout un écosystème de la musique et de pouvoir acheter à l'époque ces titres sans devoir passer par des Napster et du piratage, c'est ça la vraie révolution iPod. C'était iTunes qui l'a vraiment lancé. C'est pas l'iPod physiquement lecteur de MP3, ça tout le monde en faisait, entre guillemets. Ouais, alors le truc, encore une fois on les oublie, mais le truc qui était hyper différenciant, c'est tout con, sur l'iPod, c'était la click wheel. Le fait que tu puisses naviguer dans l'interface en faisant tourner le doigt, qui faisait que tu pouvais naviguer dans des tonnes de listes facilement. Et ça, c'était un truc différenciant aussi. Mais oui, tu as complètement raison. L'écosystème de la musique a été transformé par le couple iPod-iTunes. Et on pourrait parler de l'iPhone. Les smartphones existaient avant l'iPhone. L'iPhone est arrivé en retard technologiquement sur les autres. Il n'y avait que la 2G alors qu'il y avait de la 3G sur d'autres combinés. Mais c'est l'usage d'un smartphone qui a été complètement changé. C'était le multitouch, l'écran sans clavier. Le clavier, et ça c'est un truc qu'on oublie souvent, et on me l'a rappelé l'autre jour, un des trucs géniaux dans l'iPhone quand ils l'ont lancé, c'est que jusque-là, chaque fois que tu voulais sortir un smartphone au niveau mondial, ton clavier, il fallait le faire traduire physiquement dans toutes les langues du monde. Bien sûr. Donc, dans les usines, il fallait changer le clavier pour toutes les langues. Un clavier tactile, un des premiers génies, c'est que du coup, tu pouvais mondialiser ton produit avec le même produit qui sortait des usines. Bon, il y a d'autres trucs. Il y a des normes sur les connexions, cellulaires, etc. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on dit sur ce casque, c'est pas que, mais si, vous allez voir, il va tout révolutionner, forcément, c'est Apple, donc tout va bien aller.
En tout cas, ce que je dis, je ne veux pas te faire parler pour moi. Non, c'est le contraire. Je ne veux pas parler pour toi. Ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas savoir s'il y aura effectivement un élément différenciant avant de le voir. Et, à mon avis, ce que va dire Tim Cook en le présentant, c'est, pour la première fois, il va dire, il n'est pas prêt, mais c'est une technologie tellement transformatrice dans le monde de la tech qu'on va sortir un produit pour les développeurs, pour que ça commence à être apprivoisé, et un jour, alors il va peut-être pas le dire comme ça, et dans un an, on sortira un produit mieux fini, peut-être plus fin, machin, pour les consommateurs. Moi, pour aller... je pense qu'il va être le problème de la V1, mais qui va être la réussite d'Apple. Je pense vraiment ce que j'ai mis dans la vidéo. Apple va avoir une approche très réaliste. Ils vont pas nous amener dans la VR. La VR, ça sera le dernier crantage de ton truc si tu as envie le soir d'aller dans des mondes virtuels. Eux, ils vont te dire, je vais te faire apparaître le Mac le plus puissant que tu veuilles sur ton bureau, sans que tu aies à le trimballer physiquement dans ton sac. Tu auras juste ta visière de ski dans un premier temps et plus tard des lunettes. Le problème qu'ils vont avoir, c'est que la V1 va devoir embarquer le hardware pour faire fonctionner ton ordi. Pourquoi ? Parce qu'Apple n'est pas encore prêt à la virtualisation des Macs. Mais si tu mets virtualisation des Macs, un peu comme Shadow avec le PC, sur des Macs, suis-moi, ça demande très peu d'énergie de faire tourner un PC en virtuel, en fait. Parce que tu as juste du flux vidéo à décompresser. Ça va permettre de réduire la taille des lunettes. Tu n'auras plus plein de processeurs à mettre dessus, moins de batterie, etc. Donc, le vrai avenir, la vraie version des Apple Glass qu'il faudra acheter, c'est celle quand Apple va lancer les Macs virtuels, où tu pourras t'abonner pour 299 € par mois à un Mac Pro avec 32 Go de RAM, virtuel sur des serveurs Apple. Alors, peut-être que ça sera une composante. Moi, je ne suis pas convaincu. Ce que je pense qu'on va voir, c'est beaucoup de... Comment ça s'appelle, les petites... tu sais, les trucs qui s'affichent sur ton téléphone quand l'écran est éteint. Les nuisances. Voilà, c'est ça, exactement. Il y aura beaucoup de nuisances sur le... Non, mais tu sais, les complications de téléphone... ça, je pense qu'il y en aura beaucoup dans la version réalité augmentée. Je pense qu'ils focaliseront sur la réalité augmentée plus que sur un truc virtuel. Mais on verra. C'est ça. Écoutez, on aura la réponse a priori à la WWDC en juin, parce que c'est là qu'il devrait être présenté. Donc, on verra. Nous ne pouvons que supputer. On va aller vite sur les supputations de Meta, parce que ça m'a fait rire, en fait. Je dois avouer que j'avais besoin avec Silicon Valley Bank de trucs rigolos. Et... Meta, quelle bonne idée, veut créer un concurrent à Twitter. T'y crois ? Je pense qu'il y a un truc à prendre, il y a un truc à faire avec les problèmes que connaît Twitter aujourd'hui et que petit à petit, peut-être pas encore aujourd'hui, mais d'ici quelques semaines, quelques mois, si les choses ne changent pas pour Twitter, il y aura l'opportunité de faire une migration d'une partie de la population des utilisateurs de Twitter. Aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. Donc, forcément, les gens qui sont sur Twitter restent sur Twitter. Et à vrai dire, le produit reste encore fonctionnel malgré tout ce qu'on peut lui reprocher et ce qu'aiment à dire les très anti-Musk. Il y a clairement des choses qui ne vont pas chez Twitter et ça ne s'arrange pas. Mais il fonctionne. Dans quelques mois, s'il y a une alternative solide que tout le monde connaît, vers laquelle tout le monde veut bien aller, peut-être que l'opportunité se concrétisera. Mais Meta, oui, effectivement, qui va vouloir aller chez Zuckerberg ? Je pense qu'une bonne partie des gens qui sont sur Twitter, qui n'aiment pas Elon Musk, ne seront pas super fans d'aller chez Zuckerberg non plus. Juste, tu me demandes de choisir entre... C'est la peste et le choléra. Bah ouais, tu me demandes de choisir entre Elon Musk et Mark Zuckerberg. Et vous n'avez pas une troisième option, s'il vous plaît ? Moi, écoute, entre les deux, ça dépend du produit. Il faut avouer que Instagram a complètement perdu son âme. Facebook, j'en parle même pas. WhatsApp, ça va, mais je sais pas. Tu ferais plus confiance à Mark que Elon ? Le problème, c'est que Elon, humainement et éthiquement, il me pose beaucoup de problèmes. Zuckerberg, il y a des problèmes d'éthique, effectivement, mais c'est plus un geek qui sait pas... le clavier, j'ai trop envie de faire un sondage. Vas-y. Et là, tu vois, Cariboussila, Elon ou Mark ? Effectivement, c'est compliqué. Mais s'il faut choisir entre les deux, je crois que je choisis Zuckerberg. Je crois.
Le problème, en fait, et on va partir dans... Tiens, ça ne tape pas. Super. Ah si, c'est bon. Beaucoup de likes. Votre pire... Le problème, en fait, c'est que j'ai vraiment un problème philosophique avec la manière dont Elon Musk gère plus que ses sociétés ou sa vie à lui. Ce qu'il pousse, c'est des idées qui ne me plaisent pas. Tu vois ? Il est très proche de l'extrême droite américaine, il fait de la désinformation, c'est ce genre de choses qui me ferait choisir finalement Zuckerberg. Donc, alors, je vais voter pour toi. Toi, tu votes Mark. Voilà. Hop, on a voté Mark. Et ça se tient, 50-50, 47-53. Alors, Elon remonte. Les gens préfèrent se prendre des pubs dans la gueule et faire... Non, mais c'est pas que des pubs. Le problème de Elon Musk, c'est qu'il pousse la désinformation trumpiste. C'est ça le problème. Tu vois, oui, Zuckerberg, il fait de l'argent, il est sans scrupules et sans éthique. OK. Mais Elon Musk, c'est pareil, sauf qu'en plus... il est du genre à te dire, tu vois. Le problème, c'est qu'il intervient sur des trucs moraux. Enfin, je suis là. En fait, je suis d'accord avec. C'est pas juste lui. Son réseau à lui Oui. est en train de se transformer en ce qu'il. Et Mark est quand même celui qui a fait appel à des gens comme Sandberg et tout ça, qui sont des gens, pour moi, plutôt bien. Il a su s'entourer de gens qui compensaient ses défauts. On a un peu l'impression qu'Elon a tendance à éloigner les gens qui lui donne des conseils pour devenir quand même de plus en plus dictatorial et à prendre des décisions unilatérales. Or, je suis un fervent croyant on avance mieux en équipe que tout seul, je suis pas un royaliste en fait. Après, ni un empereur. Après l'empereur Musk, il a quand même fait Tesla et SpaceX. Oui. Donc, mais à quel prix ? Mais écoute, le prix de Tesla et SpaceX, je suis pas sûr qu'il soit si élevé que ça. Je regarderai pas la bourse ce matin. Non, mais vraiment, je regarderai pas la bourse. Non, mais tu vois, par rapport à Facebook ensuite. À mon avis, Tesla va se faire ravager la tronche là. Même Apple va se faire ravager. Là, toute la tech, ça va être rouge. Mais tu vois, alors Tesla, c'est pas le bon moment pour eux. Apple, s'en foutent. Ils ont combien de dizaines de milliards à la banque ? Tout est imbriqué, même Apple est imbriqué. Moi, je suis pas sûr que... Ça veut dire que... Il y avait un article hier, ils réduisent encore le salaire de Tim Cook, et il y a plein de cadres de l'entreprise Apple qui ont décidé ce week-end, comme par hasard, de se barrer de chez Apple. Des grands cadres historiques se barrent. Patrick ? Ça va mal. Rien ne va plus. Et écoute, c'est Mark qui gagne pour l'instant. Nous n'avons plus que quelques secondes dans le vote. Si vous n'avez pas voté entre Mark et Elon, entre la peste et le choléra, Mark on est à est à 65%, Elon est à 35%. Étant entendu que c'est vraiment... Si on avait une troisième option, genre, si on avait dit au hasard Mark, Elon ou Jérôme, je sais qui aurait gagné. C'est ça. Non, mais moi j'aime bien les votes dictatoriaux où il n'y a pas d'option, je sais pas. C'est vrai, oui, non ou ta gueule. Mais n'oublions pas, on dit Jérôme aurait gagné. Si l'idée est de développer Twitter, une alternative à Twitter avec toutes les emmerdes qui vont avec, est-ce que tu aurais voulu du boulot ? Non, je veux juste la fortune. Ah, d'accord, voilà. Ok, très bien. Qui est le plus méritant d'avoir cette fortune ? Mark, Elon ou Jérôme ? Ah oui, bah oui, quand même. Voilà, quand même. Ouais. Jérôme, je vous garantis, je ferai des trucs bien avec tout cet argent. Super. Peut-être pas que, mais je ferai quelques trucs bien. Quelques trucs bien. Bon, et qui fait aussi des trucs bien ou pas bien ? Eh bien, notre ami Elon Musk, bien sûr. Son nouveau projet du jour. On devrait avoir un jingle. Ceci est la muscarade du jour. Ceci est la muscarade du jour. Oh mon Dieu. On fait des sujets tech sérieux quand même. Absolument. Le projet fou d'Elon Musk aujourd'hui, c'est carrément de faire une ville. Et alors, ce qui est marrant, c'est que ça renoue avec le patriarcat du début du siècle. Tu sais, la révolution industrielle, quand tu étais patron à l'époque, tu faisais ton usine de charbon et à côté, tu mettais tes maisons d'ouvriers et tu t'occupais de tout. Mais vraiment de tout. De la naissance jusqu'à l'enterrement, la vie de l'ouvrier appartenait au patron. C'est un peu ce que veut faire Elon, puisqu'il a acquis des milliers d'hectares de terres agricoles près d'Austin, au Texas. Pourquoi Austin, au Texas ? Eh bien, en fait, et cette ville, il va l'appeler Snellbrook.
On va revenir pourquoi. Sur la raison du nom de Snellbrook. Et il permettrait à ses employés de vivre sur place le long de la Colorado River. Alors, le placement n'est pas dû au hasard, parce qu'une nouvelle usine à Austin, justement, la Giga Texas, sa grande usine qu'il est en train de construire, mais également, ne sont pas très loin les usines de SpaceX et de Boring Company. Donc, il va pouvoir mettre tous ces petits musquiens dans une petite ville, et là où il casse la baraque, ce qui n'est pas génial quand tu construis une ville, mais c'est que les loyers vont être 2 fois moins chers que le reste de la région. $800, j'allais dire du mètre carré, mais c'est pas loin. Non, mais enfin, bon, là où les trucs seraient à $1,600, il va les offrir à $800. Pourquoi, et après je vais te laisser réagir, pourquoi ça s'appelle Snellbrook? Ça vient de la Boring Company et des foreuses qui avancent à la vitesse d'un escargot, ce qui est rapide pour une foreuse. D'où l'idée Snellbrook. Dans l'humour très particulier d'Elon Musk. Patrick, est-ce que tu as envie d'avoir Elon Musk comme propriétaire et comme maire de ton village ? Comme on l'évoquait tout à l'heure, il a presque fait le papier toilette payant dans les locaux de Twitter. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de services de nettoyage, il n'y a plus de services, genre il a revendu les plantes, les machines à café, tout ça. Donc peut-être que c'est le petit studio à $800 au lieu de 1 600, mais après il faut voir quels sont les frais que tu as derrière pour vivre dans le truc. Écoute, clairement, vu la manière assez erratique dont Elon Musk gère sa société, la dernière en date, je serais un tout petit peu inquiet, c'est certain. Après, ça peut avoir ses avantages d'être hébergé par son locataire de son patron, parce que s'il te vire, tu lui dis j'ai plus de quoi payer le loyer, c'est de votre faute. Non, mais le loyer, il te le retire à la base de ton salaire. Ouais. C'est beaucoup plus simple que ça. Tu te souviens, tu parlais des villes comment dire, pour abriter les usines. Attends, je crains que nous ayons une... Est-ce que vous nous entendez encore ? On est en 5G, donc effectivement, on a des problèmes d'Internet ce matin. Ça coupe un peu de temps en temps, effectivement. Est-ce que... Alors, réagissez pas tous dans le chat, s'il vous plaît. Laissez les modérateurs nous parler dans le chat prévu à cet effet. J'ai l'impression que ça a repris. Nous sommes en 5G ce matin, on est désolé. Il y a une coupure Internet dans le studio, tout va bien. Merci de laisser les modérateurs nous donner des indications techniques, parce que si vous intervenez tous, c'est un peu comme si on avait 970 personnes sur notre épaule alors qu'on essaye de dépanner un truc. C'est pas évident. Donc laissez les modérations. Il y a des grosses coupures. Est-ce qu'on nous entend encore, Jess ? Laissez la modération, s'il vous plaît, répondre. C'est revenu. Et ça coupe. Samuel, mais on t'entend, mais Samuel, ça lag un peu. Samuel, c'est jouable ? Est-ce qu'on peut continuer ou est-ce qu'il faut qu'on arrête là ? À votre avis, est-ce que c'est revenu ? Vos messages vont être supprimés si vous donnez des indications techniques. S'il vous plaît, ne donnez pas trop de travail à la modération. Samuel va donner son avis. Est-ce qu'on continue ? De plus en plus de coupures. Est-ce qu'on nous entend, en fait ? C'est ça le plus important, parce que nous voir saccader, c'est pas très grave, mais est-ce que ça coupe au niveau du son ? Est-ce que ça coupe au niveau du son ? Toujours rien au niveau Internet ? Non. Est-ce qu'on a payé les factures ? Samuel va nous dire si on continue ou baisse un peu le débit. Voilà, j'aime pas tousser ce genre de truc en cours de route, mais on va essayer. Oh là là. Attends. Ouais, c'est là. Débit. Ouais, mais je suis déjà bas. Hein. On essaye du 2000, du 1000. Ouais, 2000, ça tient. 2000, ça devrait tenir. On va essayer 2000. Ça le met automatiquement ou il faut que je valide un truc ? Ah oui, non, le OK. OK, on a passé le débit à 2000K. On va voir. On va voir si ça tient.
Non, ça, je peux pas changer la résolution en cours de mug, Samuel. Le son coupe aussi. Bon, attends, qu'est-ce que je pourrais changer d'autre? Attends, là, tu viens de changer le débit, ça va apporter. Parce que si mes souvenirs sont bons, je peux pas changer la résolution en cours sans couper. Non, je peux pas le faire. Je peux pas passer en 720 sans tout couper en fait. Écoute, on va essayer de continuer comme ça. Là, c'est ok. Je vais demander aux gens de rafraîchir le stream. Non, mais ça a l'air. Rafraîchissez le stream. Et les gens qui critiquent la 5G, vous êtes des bien mauvaises langues, parce que ça a tenu quand même pendant plus d'1h14. Ça a tenu pas mal. Je pense que là, les gens arrivent, tu vois. Oui, je pense que voilà, il y a plus de monde sur la 5G, quoi. Bon, on va essayer de continuer comme ça. Désolé pour les désagréments, nous sommes en 5G. Merci de ne pas commenter les problèmes techniques. La modération est là pour nous dire. La modération, si ça devient vraiment imbitable pendant plus de 5 minutes, vous nous direz d'arrêter, quoi. Mais effectivement, là, j'ai un signal rouge, tu vois, sur le débit. Merde. Bon, on va... Oh putain, ça recoupe. Tiens, passe la souris là-dessus. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Dans le menu des Mandaréens, pour désactiver le mode latence basse. C'est dans le menu Twitch, tu peux désactiver le mode latence basse, mais... J'aime pas. Non, mais t'emmerdes pas, ouais. sinon. Non, bah écoutez, on va essayer de terminer comme ça. De toute façon, on a presque fini. Oui. Moi, je propose, on va pas faire cet article-là. Patrick, on va juste... on va lancer, il est 9h15, on va lancer les camps de fac. Tranquillou, bilou, let's go, les camps de fac, c'est parti. On le sait, hein, on a des problèmes de connexion. Là, je vais essayer de passer à 1000, ouais. Sinon, on se met sur la 4G plutôt que la 5G. C'est pas forcément con, mais on va voir. Attends, j'essaye de passer déjà le débit. Là, on l'a réduit beaucoup. On va réduire le débit au maximum. De toute façon, on va faire Cornfac. Posez-nous des questions, notamment profitez que Patrick soit là, si vous avez des questions à poser. Et on va essayer d'y répondre avec les problèmes techniques que nous avons, puisque nous sommes en 5G qui sature. Tout à fait. Si vous avez des questions en dehors de la 5G, n'hésitez pas à les poser. En tout cas, Patrick, avant qu'on soit coupé... Un grand merci d'être venu m'aider à faire ce mug. Mais un grand merci de m'avoir reçu et je suis désolé de t'avoir ajouté du stress le jour. Alors, toi, tu as eu des problèmes d'Uber ce matin. Ouais. Nous avons le réseau Internet qui était down, mais en plus, il était up quand tu es arrivé et il s'est coupé juste au dernier moment. Mais un grand merci, ça m'a fait très plaisir et j'espère vraiment que la prochaine fois, je pourrais te montrer le nouveau studio. C'est combien de temps tes travaux? Il y en a au moins pour 2-3 mois là. Je reviendrai en juin. On trouvera une solution. Non, nous on ne peut pas changer la résolution de diffusion pendant que vous regardez. Merci de pas trop faire de commentaires sur la technique, sinon ce Cornfac va se terminer en baratin. Est-ce que la 5G c'est bien ou pas? Ouais. Et du coup. Là, on est pas mal en retard et donc les questions vont arriver en retard aussi. Oui, vont arriver en retard. Est-ce que vous avez des questions en dehors de la 5G, des questions tech? On est en fin d'émission, on sait, ça lag, pas la peine de le dire. Est-ce que vous nous entendez encore? Si vous nous entendez encore, si vous avez une ou deux questions. Après le portrait de Jérôme et Patrick, à quand le portrait de Patrick par Jérôme? Bon, écoute, tu me refais mon portrait à chaque fois. Ouais, j'ai l'impression que ça coûte beaucoup. Comment on s'est rencontrés? Ah oui, là, c'est carrément en panne. Pourtant, je suis vert, là. Ah, peut-être que ça va revenir. Le truc, c'est qu'il y a eu beaucoup de... Voilà, le débit, oui, il n'est pas bon. Hein. Il y a eu beaucoup de retard et j'ai l'impression qu'il reprend
là où il s'était arrêté au moment du retard. Donc l'effet des 1000 de la baisse de Bon, débit. alors j'attends que là, ça soit revenu, puis je vais leur dire au revoir. Parce que là, c'est pas la peine. Bah là, ils vont avoir toute cette conversation en retard. Ouais. Saurais-toi, est-ce que c'est très problématique si tu coupes le live et que tu le relances? Oui, parce que c'est pas le même lien. Donc, ouais, non, oui, bah non, oui, non, c'est caca. bordel. Oui, c'est caca. C'est caca. C'est caca, c'est caca. Je sais, est-ce qu'on nous entend encore? Non, là, c'est coupé. Là, j'ai l'impression revient, que c'est coupé. ouais. Est-ce que, dans la modération, est-ce que vous nous entendez encore? Est-ce que vous nous entendez? Non, c'est pas bon, là. Ah, remarque, ça revient vers, là. Ah ah. Ah ah, oui, on nous entend encore. Bon, désolé, on va couper là, c'est beaucoup trop instable. La 5G, on va quand même... Elle a fait son boulot. On va lui tirer un coup de chapeau. Elle a Quand tenu même. pendant 1 heure, elle nous a permis de faire une émission. Merci beaucoup à la 5G, merci beaucoup Orange. Quand vous voulez pour me faire un abonnement gratuit, je ne dirai que du bien de vous. Je suis un influx vendu. Après les influx voleurs, il y a les influx vendus. Effectivement. Non, franchement, elle a bien fait son boulot. Elle a bien fait son boulot. On va vous quitter là parce que ça va être insupportable. On va commencer à répondre à une question. On ne pourra pas. Là, ça a recoupé. C'est nickel maintenant, oui, des bisous. Ouais. Mais on préfère se quitter là, dans de bonnes conditions. Nous partons aux fêtes de notre gloire à 60 ans. Comment lancer un débat juste avant de partir? On va quand même tenter un raid. On va quand même tenter un petit raid. Patrick, as-tu une préférence là-dedans? Une préférence dans cela spécifiquement? Moi, je dirais celui qui a le moins de Let's go Flonflon. Bah ouais. Let's go Flonflon. Un petit raid chez Flonflon. On vous retrouve... Alors, oui, non, j'ai quand même des choses importantes à vous dire. Si vous m'entendez encore. Demain, il y a un petit risque qu'il n'y ait pas d'émission. Parce que Marion est malade. Moi, je ne suis pas là, je suis à Berlin. Et Guillaume ne pourra peut-être pas être là. Donc, petit risque qu'il n'y ait pas d'émission demain. Le reste de la semaine, ça va être Guillaume, parce que moi, je suis à Berlin. Voilà. Donc, on va dire que c'est une semaine difficile. Ça veut dire que, possiblement, la seule émission que vous aurez eue cette semaine, c'est celle-ci. Voilà. C'est peut-être la seule. Merci de ne pas commenter les problèmes techniques. On est au courant qu'on a les problèmes techniques. Là, vous nous faites un chat où on ne peut plus rien lire parce qu'il n'y a que des phrases barrées. Donc, on vous a dit de ne pas commenter la technique. Merci de ne pas commenter la technique. Twitter, t'aurais ce genre de problème. Merci de ne pas dire des choses pas bien. Voilà. Sur Twitter. Exactement. Donc, pas sûr que vous ayez un mug demain. Le reste de la semaine, normalement, ça devrait être OK. Moi, je vous retrouve lundi prochain. Encore merci, Patrick. Je vous souhaite une très bonne journée. On lance le raid tout de suite. Et je mets le générique de fin qui va saccader sa mère. Ciao tout le monde. Ciao.